Bonjour, bienvenue dans la série Grandir dans le cyberespace, qui s'intéresse à la manière dont nos jeunes sont façonnés et modelés par la vie en ligne et la vie dans le cyberespace. Dans cet épisode, intitulé « De vieux instincts dans un monde nouveau », nous allons nous pencher sur la nature du cyberespace, sur le fait que grandir dans cette réalité ne nous a pas préparés à vivre en ligne et sur les raisons pour lesquelles le cyberespace peut être dangereux pour nos enfants et nos jeunes. Vous savez, la science a prouvé que nous nous adaptons rapidement à tout nouvel environnement dans lequel nous nous trouvons. Lorsque vous emménagez dans une nouvelle communauté, vous apprenez rapidement à vous déplacer et à vous orienter. Cependant, de nombreuses personnes ne croient pas que lorsque l'on se connecte à Internet et que l'on entre dans le cyberespace, on se trouve en fait dans un nouvel endroit. On a l'impression que rien n'a changé et c'est ce que nous dit notre esprit. Après tout, nous sommes assis dans le même salon, avec le même ordinateur et le même smartphone, nous connaissons l'environnement qui nous entoure et notre esprit nous dit que rien n'a changé. Mais en réalité, des changements importants se produisent dans le cyberespace et nous devons en être conscients. Le Dr Mary Aiken, dans son livre The Cyber Effect, l'explique de la manière suivante. C'est pourquoi nos instincts, qui ont été affinés pour le monde réel, nous font défaut dans le cyberespace. Voyez-vous, les conditions et les qualités qui règnent dans le cyberespace sont très différentes de la vie telle que nous la connaissons. La façon dont nous vivons dans cette réalité nous a mal préparés à la vie dans le cyberespace, en particulier pour nos jeunes qui grandissent, se développent et essaient de naviguer dans ce nouveau monde. La preuve de cet échec instinctif se manifeste tous les jours. Les délires des célébrités, les choses affichées que les gens regrettent plus tard, les messages blessants sur le caractère d'une personne, les comportements à risque, nous voyons toutes sortes de choses de ce genre en ligne aujourd'hui également. Vous voyez, la frontière entre la réalité et le cyberespace est de plus en plus floue et beaucoup de nos jeunes s'y laissent prendre. Je connais l'histoire d'un jeune homme de 16 ans, ici en Ontario, qui était accro aux jeux en ligne et qui, lorsqu'il a obtenu son permis de conduire pour débutant, a fait quelque chose de très étrange. Il ne s'est pas arrêté au panneau d'arrêt. Après que cela se soit produit plusieurs fois, ils ont arrêté la voiture et son père lui a dit « Pourquoi ne t'arrêtes-tu pas au panneau d'arrêt ?» Et sa réponse a été simplement que lorsque je suis en ligne, que je joue à mes jeux, tu ne t'arrêtes jamais au panneau de signalisation. En jouant à mes jeux, tu ne t'arrêtes jamais au panneau de signalisation. C'est une perte de temps. Vous voyez, le cyberespace a la capacité de déformer notre sens de la réalité, de la façon dont nous vivons et de la manière dont nous devrions nous comporter. Pour ce jeune homme, ce flou aurait pu se solder par la mort de quelqu'un. Cette nouvelle frontière est dépourvue d'autorité, de limites, de lignes directrices et de systèmes de soutien traditionnels. J'aime la façon dont Julie Albright l'exprime dans son livre « Left to Their Own Devices ». Elle dit que la difficulté de contrôler le contenu lorsque personne n'est responsable était inévitable. Pensez-y de la manière suivante. Je connais un scandale sexuel qui s'est produit dans une école secondaire au cours de l'année 2010. Sur une population de 850 élèves, plus de 200 d'entre eux ont été pris en flagrant délit d'images sexto sur leur téléphone. Lorsque l'affaire a été découverte, toute la communauté, littéralement tout le pays, a fait la une des journaux du monde entier. Les gens étaient choqués. Comment ont-ils pu être aussi stupides? Pourquoi ont-ils fait une chose pareille? Ce n'est pas normal de faire des choses comme ça. Eh bien, pensez-y de cette façon. Ces mêmes 200 élèves rentreraient-ils chez eux ce soir et les filles prendraient-elles des photos de leur corps nu et imprimeraient-elles 500 ou 600 feuilles glacées de 8 sur 10 pour se rendre à l'école le lendemain et marcher dans le couloir et les distribuer au hasard à leurs amis? Et ces mêmes garçons prendraient-ils une photo de leurs parties intimes? Imprimeraient-ils tout un tas de photos sur papier glacé? Se promèneraient-ils dans les couloirs de l'école le lendemain et les distribueraient-ils en prenant soin d'en donner à des personnes qu'ils ne connaissent même pas afin que les photos soient distribuées encore plus loin? Et vous vous dites, non, personne ne ferait ça, c'est de la folie. C'est fou dans cette réalité. Mais pas dans le cyberespace, où il n'y a pas de règles, pas de limites, personne ne surveille votre vie. Les règles de cette vie ne s'appliquent plus dans le cyberespace. Et nous savons que les sextos sont devenus la nouvelle norme. C'est dans la tranche d'âge des 9 à 12 ans
que l'on observe la plus forte augmentation du nombre d'images sexto envoyées. Cela se produit donc à des âges de plus en plus jeunes. Je pense que la société dans son ensemble n'arrive pas à comprendre comment le comportement humain est modifié par le temps passé en ligne. Le cyberespace a un impact sur le comportement des bonnes personnes, mais aussi sur la vie des mauvaises personnes. Les personnes anormales, déviantes, criminelles ou vulnérables risquent donc de commettre des actes encore pires que ceux qu'elles commettent déjà. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'exploitation sexuelle et la traite des êtres humains ont proliféré si rapidement. Ici, au Canada, je pense que nous avons fait du bon travail en essayant de protéger nos jeunes. Je veux dire, si vous prenez simplement l'exemple du chemin de l'école, je conduis jusqu'à la rue. Il y a un brigadier pour s'assurer que les enfants traversent la rue en toute sécurité. Lorsqu'ils arrivent à l'école, la plupart d'entre eux sont installés dans des sièges de sécurité approuvés par le gouvernement. Lorsqu'ils entreront dans l'école, ils seront accueillis par des surveillants et d'autres adultes, ainsi que par leurs enseignants. La campagne de lutte contre les brimades sera affichée sur les murs de l'école pour leur rappeler comment se comporter les uns envers les autres. Nous avons donc fait beaucoup pour la sécurité physique de nos enfants, et c'est très bien. Mais dans le cyberespace, il existe des quartiers dangereux où nos enfants peuvent se rendre. La plupart des parents n'ont aucune idée de l'endroit où se trouvent leurs enfants lorsqu'ils sont en ligne, même s'ils sont assis dans la même pièce. En fait, je me disais justement que même lorsqu'ils reçoivent un appel téléphonique, ils n'ont aucune idée de l'identité de l'interlocuteur de leur enfant. Vous savez, j'ai grandi et j'ai montré dans le dernier épisode une photo du téléphone que nous avions fixé au mur. À l'époque, si vous appeliez chez moi, il y avait une forte probabilité que mon père ou ma mère répondent au téléphone. C'était presque un mur de sécurité pour moi. Mais aujourd'hui, chaque jeune ayant son propre smartphone, nous n'avons aucune idée, en tant que parents, des personnes qui contactent nos enfants. Donner à ses enfants un téléphone numérique ou un appareil numérique quel qu'il soit comporte des avantages, mais aussi de nombreux risques. Je ne comprends pas pourquoi on donnerait à un enfant un smartphone connecté à l'Internet, sachant qu'il y a 99% de chances qu'il cherche ou tombe sur de la pornographie. Et cela se produira sans qu'il sache comment le traiter ou à qui en parler. Cependant, je suis tout aussi préoccupé par les obsessions et les dépendances aux écrans que par ces choses dangereuses qui peuvent arriver à nos jeunes. À bien des égards, nous avons oublié de protéger nos enfants. Et comme les adolescents sont confrontés chaque jour à de nouvelles technologies, nous devons être conscients de ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette série, afin d'aider les personnes qui essaient de surveiller et d'encourager leurs enfants à avoir des relations plus saines. Mais parfois, je me demande si le silence des parents, des grands-parents, des animateurs de jeunesse, des pasteurs, lorsque nous ne disons rien sur les dangers de ce phénomène, principalement parce que nous avons nos propres smartphones, ne devient pas une autorisation pour nos enfants de continuer à utiliser des heures interminables de temps en ligne. Vous savez, le problème avec un smartphone, c'est qu'il n'est pas accompagné d'une étiquette d'avertissement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais il n'y a pas d'avertissement. Je pense qu'à certains égards, depuis 4 ou 5 ans, je suis devenu une étiquette d'avertissement pour les écrans. Et je ne suis pas contre la technologie, je l'ai déjà dit. Je veux simplement que nous soyons plus intelligents dans la manière dont nous l'utilisons. Je veux qu'il travaille pour nous, et non pas nous pour la technologie. Vous savez, l'une des choses simples que je fais est de garder mon smartphone sur « ne pas déranger » la plupart du temps. En 42 ans de ministère, je n'ai rencontré que très peu d'urgences, et je décide quand je vais vérifier mon téléphone. Je n'ai pas besoin que le téléphone me dise de le prendre et de le vérifier. Le psychologue clinicien Michael Sato a déclaré « Nous vivons la plus grande expérience sociale non réglementée de tous les temps. Une génération de jeunes a été exposée à des contenus extrêmes en ligne, et nous savons à ce stade de l'expérience culturelle, que nos enfants ont pris un certain nombre de mauvaises habitudes. Ils ont été influencés négativement par la technologie. C'est ce que nous allons examiner dans cette série. Faisons-nous partie du problème? Lorsque nous utilisons nos téléphones autant qu'eux, après tout, ne devrions-nous pas modeler le type de comportement que nous voulons que nos enfants adoptent? Alors, comment les enfants deviennent-ils accros aux écrans?
Et pourquoi une jeune fille de 16 ans ne peut-elle pas s'empêcher de consulter son compte Instagram? Et pourquoi un garçon de 15 ans ne peut-il pas arrêter de jouer à des jeux en ligne, même s'il sait que cela nuit à ses notes, à ses relations et à sa famille? Restez à l'écoute dans le prochain épisode où nous nous pencherons sur le pouvoir de persuasion de la technologie. Cette émission a été créée, écrite et présentée par Paul Robertson, en partenariat avec Youth for Christ Americas et Youth Unlimited Canada. Produite par Abner Hernandez et éditée par Warren Goodwin, avec de la musique de Tous les bons amis. Les sources de Paul et d'autres lectures peuvent être trouvées dans la description de cette émission. Pour plus d'épisodes et d'informations, visitez paulrobertson.ca.